Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à la procédure de surendettement. Lorsque vous avez souscrit trop de crédits, que vos remboursements et vos charges sont trop importantes par rapport à vos revenus, vous pouvez vous placer en situation de surendettement. La procédure vous permet alors d'un certain nombre d'aides pour faire face à cette situation. Mais qui a le droit? Comment cela fonctionne-t-il? Vers qui se tourner? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Myriam Benjeloun, avocate au barreau de Paris et notamment spécialisée sur les procédures de surendettement. Bonjour Maître Myriam Benjeloun, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également Jean-Louis Kiel. Bonjour Jean-Louis Kiel. Bonjour. Président de la Fédération française des associations Crésus pour Chambre régionale du surendettement social. Amusant d'ailleurs la contraction. C'est un nom qui ne fait pas peur. Qui ne fait pas peur. Exactement, vous êtes présent sur toute la France pour aider les personnes en situation de surendettement. Déjà, on va commencer avec vous, Jean-Louis Kiel. De quoi parle-t-on quand on parle de surendettement? Est-ce qu'il y a un seuil défini? Est-ce que ça dépend des différents profils? C'est simple, il suffit de faire un petit bilan, de mettre d'un côté les ressources, vérifier si on a activé l'ensemble des aides, APL, prime Pôle emploi, et d'autre part les charges fixes, les impôts, le loyer, l'électricité, les crédits qu'on a en cours et si le reste à vivre, c'est-à-dire la somme nécessaire pour nourrir la famille, pour faire de l'épargne ou pour avoir des loisirs, est insuffisante, voire même déficitaire, c'est-à-dire qu'on a un endettement structurel. Là, il faut agir vite et se tourner vers les procédures. Donc là, il n'y a pas de seuil défini, on parle d'insuffisance par rapport aux nécessités, aux charges et aux nécessités qu'on peut avoir de dépenses par mois. Et l'élément central, c'est le reste à vivre. Et j'invite tous nos concitoyens à faire un calcul, de faire un petit bilan. Ça se fait en 5 minutes et de vérifier avant de souscrire un nouveau prêt, voire prendre de nouveaux engagements, de prendre les mesures rapidement et non pas quand la maison brûle. Et alors justement, ça veut dire qu'on peut être surendetté sans le savoir? On le sait parce que je pense qu'à un moment donné, il y a le découvert bancaire, par exemple, qui commence à être dépassé. Quand on dépasse l'autorisation, qu'il commence à y avoir des rejets, au lieu de rechercher à emprunter, c'est en fait de refroidir la machine. Et on le constate, beaucoup de ménages sont par exemple surassurés, ont 4 assurances qui couvrent la même chose et ne bougent pas. Et là, il faut rapidement agir et on peut sauver finalement une situation sur 2, permet, si l'on agit précocement et on fait ce bilan, de trouver une solution et d'éviter le drame du surendettement, qui n'est pas un drame, parce que c'est un moment de la vie où il faut agir vite. Mais c'est un moment qui peut être effectivement compliqué. C'est intéressant cet exemple des assurances, parce que ça montre qu'effectivement, on n'est pas forcément surendetté avec des crédits et des dettes à rembourser, mais parfois avec des charges qui peuvent être très élevées. Myriam Benjeloun, la définition qui est donnée du surendettement par Jean-Louis Kiel laisse entendre qu'on est face à des gens qui ont des faibles revenus. Est-ce que c'est toujours le cas? Quel est le laisse entendre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que c'est toujours le cas ou quels sont les profils que vous rencontrez dans des situations de surendettement? Alors en effet, les situations de surendettement ne sont pas de l'apanage seulement des personnes qui ont des revenus faibles. D'accord. Le revenu médian est à peu près de 2 000 € dans les dossiers de surendettement. Alors bien évidemment, vous aviez même des salariés en CDI qui sont en situation de surendettement, donc ce n'est pas forcément le chômage ou les situations de précarité. Et au niveau des catégories socioprofessionnelles, vous aviez à peu près 50% qui sont des ouvriers ou des employés, mais vous avez également des professions, des cadres, des professions intellectuelles, bon, ça représente à peu près 1,5%, et vous avez beaucoup de catégories moyennes, des professions intermédiaires, qui représentent de plus en plus de personnes qui sont en situation de surendettement. Et donc là, pour ces gens-là, le sujet, c'est pas tellement le niveau de revenu, mais c'est le niveau de charge qu'ils ont associé de l'autre côté, en fait. Exactement, et le nombre de crédits souscrits, parce que ce qui se passe dans les faits, c'est que les gens n'arrivent plus à rembourser leurs crédits, et on se retrouve avec un passif qui est beaucoup plus important que l'actif. Donc c'est vrai que ces personnes ont du mal à se dire qu'ils sont en situation de surendettement, mais à un moment, comme a dit monsieur, c'est une situation où il y a des rejets, des découvertes bancaires, et c'est très difficile de prendre conscience de cette situation de surendettement. Mais en fait, il suffit en effet d'avoir des difficultés à régler ces charges. À quel moment on doit s'alerter? C'est au moment du découvert bancaire? C'est quand on commence à avoir beaucoup de créanciers qui nous relancent. D'accord. Quand on commence à avoir des huissiers qui commencent à nous envoyer des recouvrements. Et donc c'est à ce moment-là
où la situation devient critique. Et en général, c'est les sociétés de recouvrement ou les huissiers qui mettent la puce à l'oreille aux débiteurs et qui, à ce moment-là, se rapprochent soit des travailleurs sociaux, soit des avocats pour essayer de trouver des solutions concrètes. Et alors justement, donc, parmi les solutions, il y a cette procédure de surendettement, qui s'effectue auprès de la Banque de France, qui va décider de vous placer ou non en situation de surendettement. Jean-Louis Kiel, dans cette procédure, les associations Crésus interviennent à quel moment? C'est-à-dire qu'on vient vous voir et on vous dit j'y arrive plus, qu'est-ce que je peux faire? Ou on vient vous voir un petit peu plus tard quand on a déjà fait des démarches seuls au niveau de la Banque de France? Les deux cas sont fréquents. C'est d'abord au moment où l'on commence à avoir des difficultés, où la maison brûle déjà d'ailleurs, alors qu'on pourrait agir beaucoup plus tôt. C'est le problème de l'éducation financière et budgétaire. Nos concitoyens en France, vous voyez, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas en parler. Et on en parle trop tard. Quand ça va mal, on n'aime pas en parler. Et malheureusement, quand la maison brûle, on fait d'abord ce bilan qui est vraiment essentiel, qui est un bilan sociologique et financier. Donc ça, vous le faites au sein des associations Crésus, vous le faites ensemble? Au sein des associations Crésus, sans porter de jugement. Nous n'avons pas un rôle de moralisateur. Notre rôle, c'est simplement de mettre à plat la situation. Souvent, les couples viennent nous voir et l'un a souscrit des prêts, l'autre n'était pas au courant. Donc, de clarifier la situation et ensuite de la qualifier, de la préqualifier. Est-ce qu'on va vers un dossier de surendettement ou est-ce qu'on peut refroidir la machine, arbitrer sur certaines charges? Bien sûr. Et passer parfois par un délai de grâce qui est une solution douce qui permet aux personnes d'obtenir une suspension pendant un certain temps jusqu'à ce que le régime matrimonial soit liquidé, jusqu'à ce qu'une succession soit liquidée. Donc là, c'est aller voir les créanciers et leur demander un délai sans passer par la Banque de France. C'est voir le juge, puisque c'est par voie de requête. On saisit le juge, il vous suspend pendant 6 mois ou 18 mois ou 2 ans au maximum les dettes et il vous permet d'être à jour de vos dettes courantes. Et lorsque vous avez retrouvé du boulot, vous reprenez le cours normal des choses. Et puis, si c'est plus grave, il faut passer par la procédure de surendettement. Il ne faut pas avoir peur de le déposer. Il faut le faire très tôt pour éviter la fameuse spirale dont vous parliez tout à l'heure. Elle est protectrice, cette procédure. Elle permet de protéger le bien principal lorsque les gens sont propriétaires. Donc, c'est une procédure d'excellence que nous avons en France. Et bien justement, on va rentrer dedans. Alors, Myriam Benjelloun, on parle de juge, on parle de procédure de surendettement vis-à-vis de la Banque de France, des sujets qui peuvent faire peur, parce qu'effectivement, on n'aime pas parler d'argent, mais on aime encore moins aller se frotter à la justice. Vous êtes avocate, vous accompagnez ces gens dans ces procédures de surendettement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être accompagné, notamment quand il s'agit d'aller porter son dossier devant un juge ou expliquer qu'on est réellement dans une situation de surendettement vis-à-vis de la Banque de France? Alors, en général, il vaut mieux même solliciter un avocat en amont. D'accord. Parce que quand on va devant le juge, c'est que déjà il y a des contestations, soit de la part des créanciers, soit de la part des débiteurs. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on dit qu'on est en situation de surendettement que c'est automatique. En fait, ça peut être contesté par les gens à qui on doit de l'argent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépose un dossier de surendettement, donc c'est des pièces qui sont liées à la situation financière, matrimoniale, donc c'est assez simple dans la constitution du dossier. Mais la Banque de France a toujours un droit de regard et c'est elle qui décide ou pas si vous répondez aux conditions de surendettement. Donc déjà, si vous êtes endetté. Et deuxième des choses, c'est d'être de bonne foi. D'accord. Donc vous avez la possibilité d'être en effet recevable à ce dossier. Et quand c'est le cas, vous avez toujours les créanciers, qui sont souvent des bailleurs ou des banques, qui vont contester ces décisions, parce que bien évidemment, ça ne les arrange pas. Bien sûr. Puisque soit ils vont avoir une suspension de l'exigibilité de leur créance, soit ils vont avoir même un effacement de dette. Donc dès qu'ils ont la possibilité, ils vont contester. Donc c'est la raison. Mais par contre, la Banque de France peut décider de voir les remboursements suspendus pendant une certaine période, voire d'effacer la dette. Ça, c'est possible. Mais encore faut-il être de bonne foi. Et c'est là où tout repose sur ce que vous nous dites. Donc vous avez en fait 2 étapes au niveau de la procédure de surendettement. Vous avez l'étape de la recevabilité du dossier, c'est-à-dire oui ou pas vous rentrez dans le cadre légal. Et ensuite, une fois qu'on considère que vous êtes recevable, là, la Banque de France établit un plan avec les créanciers ou sans les créanciers, ce qu'on appelle des mesures imposées.
Et dans des cas, en effet, on n'a pas de capacité de remboursement, c'est ce que disait Jean-Louis Kiel, en effet. Pardon. En fait, vous avez justement cette étude de ressources moins charges, et en fonction si vous avez ou pas une capacité de remboursement, la Banque de France décide d'un effacement de dette. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant pour le débiteur, puisque ces dettes sont effacées. Ça, c'est la dernière étape. Pour le coup, j'imagine, c'est quand on ne peut même plus étaler les remboursements. Ouais. Et c'est là où les créanciers, ayant crainte que cette situation se passe, tout de suite se réfugient dans la contestation devant le juge. Donc c'est systématique la contestation ou ça dépend? C'est quasi systématique. Récurrent. Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, des dossiers où je suis saisie... Ça n'est pas systématique, la procédure est accessible aux citoyens. Il y a 3% qui font l'objet de contestation, hein, donc c'est quand même assez faible. Et je pense qu'il faut rassurer les ménages, dans la mesure du possible, de faire d'abord leur bilan. Et effectivement, dans les cas les plus délicats, où il y a une situation patrimoniale qui justifie, s'il y a une contestation, à partir de ce moment-là, de se faire accompagner, parce qu'il n'y a pas d'obligation de représentation. La procédure se veut vraiment accessible. Il ne faut pas avoir peur. Oui, il ne faut pas avoir peur. Mais et elle n'est pas si complexe que ça. En effet. Il y a des situations délicates. Les irrecevabilités, moi je trouve que la bonne foi ou la mauvaise foi est un jugement moral qui devrait être supprimé parce que c'est une procédure économique. Il s'agit à la fois de protéger les créanciers, ce qui est logique. C'est aussi le droit du contrat. Et de l'autre côté, protéger le ménage et ramener la paix sociale là, et redonner une seconde chance aux personnes, aux femmes et aux hommes, d'avoir le courage d'affronter leur destin. C'est pas la mort, le surendettement. Non, bien sûr. Mais alors, Myriam Benjeloun, donc effectivement, on se doute bien qu'en tant qu'avocate, vous avez peut-être les dossiers les plus sensibles, les plus complexes, et donc là où effectivement il y a des contestations. Jean-Louis Kiel l'a rappelé, bonne foi ou mauvaise foi. Bon, aujourd'hui, il y a un jugement là-dessus. Ça veut dire quoi être de mauvaise foi vis-à-vis de la Banque de France? Ça veut dire que vous auriez eu la capacité d'anticiper la situation? À quel moment on va juger ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, la bonne foi est présumée. D'accord. Donc, rarement sont les jugements qui retiennent la mauvaise foi. Donc ça, en effet, il faut rassurer nos concitoyens sur ce point. C'est-à-dire la bonne foi est présumée. Donc, même si un créancier vient indiquer que vous êtes de mauvaise foi, vous n'allez pas être jugé de mauvaise foi. C'est très compliqué de rapporter la preuve qu'un débiteur est de mauvaise foi. Et donc, la Banque de France retient que vous êtes de mauvaise foi quand vous avez déposé un précédent dossier, par exemple, et que vous n'avez pas respecté le plan qui a été mis en œuvre. D'accord. Et donc, en général, ces situations-là, c'est pas quand vous aviez pris des crédits disproportionnés ou énormément de crédits, parce que c'est une situation, si on est en situation de surendettement, c'est que forcément, on n'a pas su gérer notre budget. Bien sûr, donc, c'est pas du tout cette situation qui est sanctionnée. Comme il disait Monsieur Kiel, c'est en effet la situation. La Banque de France est assez clémente avec nos concitoyens. Ils acceptent en général les dossiers. C'est vraiment des situations assez rares quand la mauvaise foi est soulevée par la Banque de France. Mais ça peut arriver, effectivement. Ou en tout cas, on sait que la question va être posée à un moment ou à un autre. Voilà. Mais en général, c'est souvent quand il y a eu un précédent dossier et que ça n'a pas été respecté, ou qu'on est en plein dossier de surendettement, qu'on a contracté un autre crédit alors qu'on a une interdiction d'aggraver son endettement. Donc ça reste des situations assez rares. Et après, une fois qu'on est placé en procédure de surendettement et qu'on est considéré comme surendetté, là, pour le coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de donner du souffle, donner de l'air aux personnes concernées avec des étalements de crédit, voire des reports, voire attendre que la situation s'améliore, voire effacer des dettes dans les cas les plus dramatiques, pour le coup. Exactement. Et ben, ce sera la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Maître Myriam Benjeloun, avocate au barreau de Paris, et donc notamment spécialisée sur les procédures de surendettement et peut-être sur les cas les plus compliqués. Merci Jean-Louis Kiel, président de la Fédération française des associations Crésus, donc chambre régionale du surendettement social. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas à retrouver le replay mais également le podcast de l'émission sur toutes les plateformes de podcast.